J'ai pas trop retesté, là j'ai retrouvé ça tout à l'heure. Ça n'a pas changé grand chose. Et si je mets une valeur. Ouais, là on voit que ça change un peu. Après voilà, je sais plus exactement quelle valeur il faut mettre pour obtenir les formes que je montre ici, mais normalement c'est possible, quoi. Voilà, et après il y a une visualisation assez basique de la part d'Octave, quoi, mais on peut imaginer après sauvegarder ça sous forme de maillage triangulaire, enfin quadrangulaire plutôt. Et puis faire un peu tout ce qu'on veut avec. Ok, donc c'était juste pour vous montrer que c'est pas un truc que j'ai inventé et que ça existe. Et donc je vais arrêter le partage ici. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite, donc qui est plus intéressante, on va dire, dans le monde moderne, quoi. Sauf si vous vous intéressez un peu plus au côté mathématique. Donc par rapport à la représentation des surfaces, c'est donc ce qu'on appelle la représentation BREP. Vous avez peut-être déjà vu ce terme-là. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un sait d'ailleurs, BREP? Est-ce que vous avez une idée du... Soit vous êtes très bon pour chercher sur Google, soit vous le savez déjà. Alors le B, oui, non, non. Oui, très bien. Donc c'est, merci Google, voilà, mais il n'y a pas de honte. Donc c'est Boundary Representation. Donc il y a toute une branche, on va dire, de l'informatique graphique qui utilise ce terme-là, peut-être plus aux États-Unis d'ailleurs. Sinon on dit maillage. Donc l'idée c'est bien d'avoir donc une représentation d'une surface avec des sommets et des faces. Et ça a plusieurs intérêts. D'abord, déjà, si la représentation est fermée. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu ce truc-là. L'intérêt, si on sait que la surface est fermée, c'est qu'on peut déterminer l'appartenance d'un point. Donc si on a un point P là, qui est représenté comme un cercle, et un objet qui est représenté par une série de sommets et de faces. Si on sait que la surface est fermée, il y a un test simple. Donc là aussi, peut-être que quelqu'un peut essayer dans le chat. Pour savoir si le point est à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Et la figure est censée vous aider à vous souvenir comment ça marche. Ça, mais... Et la surface d'ailleurs peut être convexe ou concave. Alors, ça consiste en gros à lancer un rayon depuis le point à travers la surface. Donc typiquement, on peut prendre le centre de gravité de la surface. On prend la droite qui part du point P, qui passe par ce centre de gravité de l'objet, et on compte le nombre d'intersections qu'il y a entre la droite, en disant la demi-droite, et les faces de l'objet. Et donc on regarde le nombre d'intersections. Du coup, est-ce que quelqu'un veut se lancer dans le chat par rapport à ce nombre d'intersections, là, par rapport à la forme que vous avez sous les yeux?
C'est ça. Donc on voit ça sur l'image là, c'est pas forcément 2, hein, mais c'est effectivement, il faut que ce soit un nombre pair. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être convexe ou concave, puisqu'il peut y avoir en fait plusieurs paires comme ça d'intersections. Si vous êtes à l'extérieur, le nombre d'intersections sera forcément un nombre pair, si la surface est fermée. Et voilà, quel que soit le... alors, il y a des cas un peu pathologiques où votre rayon il passe pile poil sur l'arête. On suppose que ça n'arrive pas. Et donc c'est pas mal parce qu'en fait, un peu de façon implicite, on a la représentation d'un volume. C'est-à-dire qu'on peut caractériser le volume qui est englobé par cette surface fermée par l'ensemble des points pour lesquels on sait qu'on est à l'intérieur. Et le complémentaire de cet espace fermé, c'est tous les points qui sont à l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut facilement calculer le volume, par exemple, mais on a un moyen, en tout cas, de déterminer si on est dedans ou dehors. Et donc c'est hyper pratique, on va dire, même si ce test n'est pas forcément très rapide, mais je pense que vous êtes en ce moment en train de vous taper des problèmes de calcul d'intersection entre des rayons et des objets. Donc peut-être on y reviendra sur l'intersection entre un rayon et un triangle. Normalement, c'est un peu ce qui est le plus simple, mais c'est pas si simple que ça quand même. Donc, je vous raconte sûrement des choses que vous connaissez déjà un peu, mais donc le modèle de base, donc un ensemble de sommets, de triangles et de quadrangles. Donc souvent, on ne traite pas des degrés quelconques, mais disons degré 3 ou degré 4 pour les faces. Et donc c'est la structure standard dans le cadre de rendu direct, style DirectX ou OpenGL. Où l'idée c'est que donc vous avez une liste de faces, éventuellement très longue, mais c'est la carte graphique donc qui est chargée en fait de mapper ces triangles sur l'écran, quoi. Et donc elle fait ça très très rapidement, en parallèle, etc. Avec la correction du crénelage sur les côtés. Enfin bref, donc, tout ça c'est très optimisé sur les cartes graphiques. Et puis vous, dans le cadre du cours et du projet sur le lancer de rayon, vous devez faire l'approche inverse. Donc c'est-à-dire quand vous faites un algorithme de lancer de rayon, vous lancez des rayons qui partent de la caméra qui vont vers les objets, donc en passant par les pixels. Ce qu'il faut pour vous, c'est trouver les intersections. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette structure, du coup, elle permet de définir à la fois de la géométrie. Donc, on a les positions des points et on a aussi les relations entre les points. Et ça, on parle plutôt de topologie, donc par rapport à la connectivité. Alors, pourquoi ça a du sens, ça on y reviendra après. Pour typiquement savoir si la surface a des trous ou pas. Donc, ce qu'on voit avec le lapin, là, c'est... ça illustre, on va dire, le côté un peu multirésolution de ça. On peut faire donc des maillages, on n'a aucune contrainte sur la taille des triangles, des trucs comme ça. Alors, évidemment, sur les cartes graphiques, ça va très vite. Donc, il y a une certaine qualité d'affichage qu'on peut obtenir avec OpenGL uniquement en jouant sur le rendu Gouraud, des trucs comme ça, des choses que vous avez déjà vues aussi. La rapidité de certains calculs géométriques si on ne traite que des triangles. Alors, par contre, c'est pas forcément très bon pour représenter des surfaces, on va dire, courbes. Ça n'a pas beaucoup de sens de dire les surfaces courbes, mais je reviendrai sur ces histoires de continuité un peu plus tard. Mais en gros, voilà, quand vous voulez représenter une surface très complexe avec beaucoup de creux, de bosses, et choses comme ça, il vous faut en fait utiliser beaucoup de faces. Donc un maillage très précis, quoi, enfin très détaillé, pour avoir l'illusion en fait que la surface est très
très lisse, quoi. Sinon, vous allez voir apparaître en fait les triangles. Après, ça dépend des applications que vous visez. Et là, on voit que sur le lapin, on a dans certains endroits où le maillage est très détaillé, et puis d'autres endroits où le maillage est plus grossier, quoi. Et évidemment, les endroits où les faces sont beaucoup plus grandes, bah, on a notre cerveau qui reconnaît évidemment que c'est pas tout à fait naturel, quoi. Alors, mal adapté à l'édition interactive, ça j'y reviendrai. Quand on veut faire des opérations sur des maillages, alors il y a des logiciels qui permettent de faire ça, vous avez peut-être utilisé MeshLab ou des choses comme ça. On peut faire quand même pas mal de choses, mais plus on veut avoir des objets détaillés, plus ça peut être compliqué, quoi. Il y a aussi un problème, alors que vous remarquez peut-être avec, enfin peut-être moins avec les algos de lancer de rayon. Alors, ce que j'appelle des faces qui sont pas équilibrées, c'est des faces pour lesquelles on a un des sommets qui est très éloigné des deux autres. Donc typiquement, si vous avez un triangle comme ça, vous avez vu au premier semestre les interpolations. Donc l'idée, c'est que quand vous êtes sur un pixel, donc si je prends, je sais pas si vous voyez bien le quadrillage, mais j'ai une sorte de tableau de pixels là derrière ma forme. Et donc quand vous calculez la couleur d'un pixel qui est au centre d'un triangle, vous allez faire une interpolation. Alors, soit directement sur les couleurs, donc vous prenez les couleurs qui sont sur les trois sommets, et puis vous faites une interpolation trilinéaire pour trouver la couleur du pixel. Ou alors, ce que vous faites, c'est une interpolation des normales. Donc, vous prenez le vecteur normal aux trois sommets, et vous faites une interpolation trilinéaire pour récupérer la normale sur le pixel, au centre du pixel, et puis vous utilisez votre algorithme de rendu pour, à partir de la normale, trouver l'éclairage et puis donc la couleur du pixel. Et ça marche bien si on a des faces relativement, donc en l'occurrence là, des tri équilatéraux. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'ai une forme de triangle. Ouais. Si vous avez des triangles, alors si j'exagère un peu, celui que j'ai fait ici, donc un truc extrêmement voilà, extrêmement effilé, quoi, comme ça, ben ça se voit, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué en regardant des visualisations de maillage sur votre écran. Dès qu'il y a des faces qui sont comme ça très effilées, ben, il y a des phénomènes de clignotement, des trucs comme ça. Et ça, c'est uniquement dû en fait au calcul d'interpolation qui en fait sont. C'est-à-dire que du coup, ce qui se passe avec une interpolation trilinéaire, c'est que vous allez privilégier du coup des valeurs qui sont plutôt proches de ces deux sommets-là, plutôt que ce sommet-là, ou des choses comme ça. Donc, voilà, sur certaines animations, c'est ça qui peut provoquer donc, des phénomènes un peu d'aliasage. Après, voilà, du coup, c'est pour ça qu'il faut essayer, ça se voit pas très bien, mais sur l'image du lapin qui est ici, les triangles sont à peu près équilatéraux. On essaye de respecter cette contrainte, donc d'avoir en fait trois arêtes à peu près de même taille, quoi. Mais bon, ça, c'est des contraintes supplémentaires que vous pouvez vous mettre pour créer vos objets. Alors, j'ai parlé un peu de topologie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est
Donc ça, c'est vrai en fait pour tout ce qu'on appelle les triangulations. Donc quand vous avez un ensemble de points dans l'espace, dans un plan, mais aussi en 3D, donc dans un plan, vous pouvez faire une triangulation comme ça, ce qui peut représenter la surface d'un objet. En 3D, on peut parler de tétraédralisation, on peut créer des tétraèdres qui vont relier les objets. Bref, mais si on reste dans le cas d'une surface, donc triangulée comme ça, on peut calculer ce qu'on appelle son maillage dual. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le diagramme de Voronoi. Donc en fait, vous voyez la triangulation en blanc, et puis le diagramme de Voronoi, en fait, il est calculé. Donc c'est un ensemble d'arêtes comme ça, donc du coup, il y a des sommets qui sont créés. Et en fait, cette zone géométrique ici, si vous en avez jamais entendu parler, ça représente l'ensemble des points pour lesquels le point le plus proche de la triangulation, c'est celui-là. Et donc ça crée des zones géométriques, en fait, qui sont des zones exclusives. Donc pour les étudiants qui ont suivi le module Algo 4 en L3 à Limoges l'an dernier, là, on avait parlé de ça avec la métaphore des cabines téléphoniques. Alors c'est un truc qui parle plus forcément aux nouvelles générations comme vous, mais disons sinon les McDonald's. Donc vous êtes sur un territoire et vous avez un certain nombre de McDonald's et vous voulez aller au McDonald's et vous cherchez le McDonald's le plus proche. Et en fait, vous pouvez vous créer, on va dire en pré-processing, une carte où vous dessinez toutes ces zones-là qui représentent en fait les zones maximales d'extension. Si vous êtes n'importe où dans cette zone-là, le McDonald's le plus proche, c'est celui-là. Si vous êtes n'importe où dans cette zone-là, le McDonald's le plus proche, c'est celui-là, etc., etc. Donc ça a plusieurs intérêts. Par exemple, un des calculs qu'on peut faire en utilisant le diagramme de Voronoi après, donc c'est pas si simple que ça à calculer le diagramme de Voronoi, c'est une complexité un peu lourde, mais bon, ça se fait. Et après, on peut par exemple modifier la position des points pour les ramener au centre de gravité. On voit là, par exemple, ici, pour celle-là, que le point n'est pas tout à fait au centre de la zone convexe qui est créée par le diagramme de Voronoi. Et donc, ça permet comme ça, justement, de régulariser des maillages. C'est-à-dire que de revenir à une forme, ce que je disais juste avant, là, essayer d'avoir des triangles bien équilatéraux, bah, ça peut se faire en utilisant cette technique-là. Il y en a d'autres, mais vous calculez le diagramme de Voronoi et vous repoussez un peu les points, vous les rapprochez du centre de gravité de leur cellule, ce qu'on appelle la cellule de Voronoi. Et ça permet, on peut faire ça sur plusieurs itérations. Ça permet donc, on appelle ça parfois relaxer un maillage, de façon à le rendre justement plus lisse et mieux adapté à la visualisation. Voilà. Et sur la partie topologie, donc ça, je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez déjà, mais donc en anglais, le genre, ça se dit genus. Donc ça, c'est des images que j'ai prises de Wikipédia. Ça a un intérêt pour plein de domaines. Et alors, par exemple, dans vos algorithmes là de lancer de rayons, ça pourrait avoir un impact. Parce que quand vous essayez de visualiser un objet, si vous savez quel genre il a, vous pouvez savoir du coup. Donc en fait, vous voyez que le genre, ça correspond au nombre de trous. Une surface de genre 0, c'est ce qu'on appelle homéomorphe à une sphère. Il n'y a pas de trou dans la sphère. Une surface de genre 1, c'est homéomorphe à un tore. Vous pouvez appeler ça un pneu, un donut, avec un trou quelque part. Une surface de genre 2, c'est avec 2 trous. Une surface de genre 3, c'est avec 3, etc. Et donc ça, c'est pas du tout réservé au maillage, mais dans le cas des maillages, on peut déterminer le genre. Et donc, on peut savoir, a priori, si la surface est fermée. Je ne l'ai pas noté ça, mais si la surface est fermée, oui, on peut savoir quelle de la surface. Et donc, cette rayon, si vous savez que l'objet que vous essayez de visualiser, il a
3 trous, par exemple, eh ben, ça peut vous donner des indications. Quand votre rayon traverse l'objet sans toucher aucune face, c'est pas forcément qu'il a un problème. C'est pas qu'il y a un problème dans votre algorithme. C'est que, en fait, c'est normal. Il y a des trous dans l'objet. Alors, ces 3 images-là, enfin, ces 3 petits objets qui sont représentés, c'est les cas typiques, mais par exemple, un cube, c'est une surface de genre 0. Il n'y a pas de trou à l'intérieur d'un cube. D'accord. Une tasse, là, je ne peux pas vous montrer la tasse de café que je suis en train de boire, mais donc c'est une tasse classique avec une petite anse pour la tenir sur le côté. Une tasse, c'est une surface de genre 1, parce qu'il y a un trou. Mais le creux à l'intérieur de la tasse et tout ça, c'est pas considéré comme un trou. Tout ça, on pourrait le mapper en fait sur un tore, sur le maillage qui représente ma tasse de café vide. Je pourrais la déformer de façon à retomber sur une surface de genre 1 comme ça, et etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on dit homéomorphe. Ça veut dire c'est la même topologie, quoi. C'est pas forcément la même forme géométrique, mais voilà, tous les objets en fait appartiennent forcément à un de ces genres. Et donc, dans le cas des maillages, si votre surface est représentée par un maillage, bah, du coup, vous pouvez calculer avec le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. Vous pouvez relier ça à 2 moins 2 fois le genre de la surface. D'accord. Donc, si vous connaissez le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces, vous pouvez faire un calcul mathématique pour retrouver l'inconnu qui est le genre. Alors, c'est quoi les valeurs S, A et F pour un cube? Si quelqu'un veut se lancer dans le chat. S égale combien pour un cube? C'est quoi le nombre de sommets d'un cube? Ok. S égale 8. Le nombre d'arêtes. Voilà. Et le nombre de faces. 6. Donc ça veut dire qu'on a 8 moins 12 plus 6 égale 2 moins 2G. Donc si vous développez ça, ça donne bien le genre 0. Quoi. Vous avez 2 égale 2 moins 2G, donc vous faites repasser le 2. Vous avez moins 2G égale 0, donc G égale 0. Et ça marche. Alors après, évidemment, il faut avoir ces valeurs S, A et F pour des objets plus compliqués, mais vous pouvez toujours retrouver avec cette... Donc c'est une formule, donc c'est toujours le même Euler qui a inventé plein de trucs au XVIIe siècle, quoi, qui s'intéressait à ce genre de questions, mais on a cette relation hyper pratique justement pour savoir... donc ça peut permettre d'orienter certains calculs géométriques, rendus, etc. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est que ça paraît simple comme ça de représenter une surface avec des sommets, des arêtes, des faces ou des choses comme ça, mais ça donne pas mal de possibilités. Alors, je vais parler de ça maintenant, mais j'y reviendrai peut-être après en fonction du temps. Pour aller cliquer sur la petite vidéo YouTube, là, mais on va pas le faire tout de suite. Alors ça, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, donc les maillages, donc on a l'habitude de les représenter en fait avec disons, une liste de sommets
Et puis ensuite, une liste de faces ou bien une liste d'arêtes. Mais voilà, le format vraiment classique, c'est le format qu'on appelle OFF. Alors, on peut dire OBJ aussi, si OBJ, en fait, il y a un peu plus que ça. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est liste de sommets et liste de faces. Vous avez d'abord tous les sommets, à partir de 0 ou à partir de 1, donc qui sont décrits avec des valeurs x, y, z. Et puis ensuite, vous avez une liste de faces qui sont juste des séquences d'entiers, où chaque entier, en fait, c'est le numéro d'un sommet, quoi. Et donc, vous allez avoir, par exemple, la face 47, 28, 12. C'est un triangle qui relie le sommet 47, le sommet 28 et le sommet 12. Et donc, ça, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, mais en termes de compacité, enfin de stockage, on a du coup beaucoup de redondance d'informations parce que on va du coup dupliquer. Enfin, on sait que dans un maillage, si je prends l'exemple qui est ici, donc le triangle ABC et le triangle BCD, avec le formalisme que je viens de décrire, là, où vous avez liste de sommets, liste de faces, vous allez avoir donc le triangle ABC et puis vous allez avoir le triangle BCD. Et en fait, on sait que dans un maillage, s'il est correctement construit, quoi, et qu'il n'y a pas de trou, enfin, s'il n'y a pas de triangle manquant, disons, c'est pas le même type de trou que ce dont on parlait au niveau du genre juste avant. Il y a forcément, si vous avez un triangle ici, il a forcément un triangle voisin via cette arête, quoi. Et donc, quelque part, on duplique les informations sur les arêtes, puisque si j'ai le triangle, dans ma liste, j'ai le triangle ABC, et puis plus loin, j'ai le triangle BCD, et ben l'arête BC ou CB, elle est répétée 2 fois. Donc, on a une sorte de redondance d'informations qui, pour des triangles, des maillages qui contiennent plusieurs millions de triangles, peut commencer à avoir un impact en termes de stockage, et puis après aussi en termes de mémoire, parce que quand vous chargez le maillage, après la carte graphique doit aller traiter tout ça. Donc parfois, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on appelle stripifier les maillages. Donc c'est représenter en fait des surfaces maillées, non plus comme un ensemble de triangles, mais comme des strips. Et il faut voir les strips comme une sorte de suite de triangles qu'on peut arriver à déterminer sur la surface. Je vais vous montrer une page web qui parle un peu de ça. Si je retrouve le lien, je ne l'ai pas mis sur les slides. Donc là, c'est... voilà, je peux vous le montrer ici. Vous avez un maillage et vous pouvez essayer de retrouver sur ce maillage des sortes de bandes. Donc en anglais, en fait, strip, ça veut dire à peu près ça, comic strip, de connaître le terme, mais ça peut vouloir dire sparadrap aussi. Donc une sorte de bande. Et donc on peut faire en fait différents. Par exemple, il y a cette image qui est ici et cette image qui est ici. On est arrivé en fait à construire des bandes. En fait, on en voit aussi, même on peut considérer que celles qui sont en or, c'est des bandes aussi, en fait. Donc qui contiennent des ensembles de triangles et qui représentent en fait la surface. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que en fait, on va, au lieu de coder les sommets et les faces, on va uniquement coder une suite de sommets en considérant qu'il y a un codage implicite de la connectivité. Et donc là, en l'occurrence, on a, donc sur l'exemple là que j'ai pris encore de Wikipédia, donc si on considère le strip A, B, C, D, E, F, en fait l'idée c'est de considérer que ça représente le triangle ABC,
Ensuite, on passe au... Donc ça, c'est le premier qu'on voit ici. Ensuite, le deuxième, on l'inverse. Donc au lieu de prendre BCD, on prend BDC. BDC. Ensuite, on passe au sommet suivant et on revient à l'ordre normal, donc CDE. Et puis ensuite DEF qu'on va inverser en DFE. Je reviendrai un peu plus tard sur cette question liée à l'orientation parce que c'est très important. Mais donc ce qui est important surtout de comprendre là, oubliez si vous voulez la question de l'inversion, c'est que du coup mon maillage, il est stocké uniquement avec cette liste de 6 sommets. J'ai pas besoin de stocker les triangles même. En fait, ils sont automatiquement créés au moment du rendu. Et donc OpenGL utilise beaucoup ça pour justement compacter les maillages, parce que du coup, on n'a plus besoin de la définition en triangle. Alors le truc, c'est que c'est en théorie possible pour n'importe quel objet de genre 0, ça serait en théorie possible. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire avoir par Google, mais. Je vais pouvoir trouver une image qui montre ça. Ouais. Il y a même des machines qui font ça. Là. Donc, est-ce que je risque grand chose. Cette image que vous voyez là, donc vous l'avez peut-être déjà fait. Normalement, on peut arriver à appeler, modulo les problèmes qu'il peut y avoir à cause de la queue de la pomme ici, là, ou en dessous. Mais en théorie, on est capable d'éplucher une pomme, une orange, des trucs comme ça, en faisant une seule bande. Et en théorie, donc, une surface de genre 0, comme celle qu'on avait là, on devrait pouvoir obtenir un seul strip qui permet de parcourir tous les triangles une et une seule fois et de reboucler sur le premier triangle qu'on a obtenu. Alors en réalité, ce que vous montre un peu ces images-là, donc ça c'est un code qui est un peu ancien, 2005 ou un truc comme ça, je sais plus. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. En réalité, c'est un problème qu'on appelle NP complet. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'algorithmique, voilà, ça veut dire que il n'y a pas vraiment de solution théorique, quoi. Donc on a des algorithmes un peu gloutons qui permettent de le faire. Ce que j'ai illustré là, je ne sais plus si c'est Wikipédia ou pas, mais en fait l'idée c'est de trouver d'abord un triangle avec le degré le moins élevé, c'est-à-dire qui a le moins possible de voisins, donc un triangle qui serait sur un bord, et puis ensuite à partir de ce triangle-là, de parcourir en fait les arêtes pour trouver un triangle suivant, voilà, puis à partir de celui-là, on prend un triangle suivant, on prend un triangle suivant. Et on voit par exemple que pour cette surface, alors qui n'est pas une surface fermée, mais ici on ne peut pas trouver un seul strip qui va représenter tous les triangles. On est obligé d'en avoir au moins 2. Mais il n'y a pas une infinité, mais enfin il y a plein de façons en fait de créer 2 strips qui vont représenter cet ensemble de triangles là. Donc tout ça pour dire que c'est pas si simple que ça à faire, mais si vous avez des objets qui changent jamais, ou en tout cas pour lesquels la seule chose qui change c'est la position des sommets, mais les faces ne changent jamais, quoi. Ça peut être intéressant de faire ce calcul-là, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est qu'au niveau stockage, ça sera beaucoup plus rapide, enfin beaucoup plus compact à stocker que des objets représentés classiquement par liste de sommet, liste de face. Et surtout, donc ça améliore aussi les performances sur typiquement OpenGL ou DirectX qui se servent de ça
beaucoup plus facilement en fait que les maillages classiques. Bon, encore une fois, ça a un impact sur des choses avec quand vous gérez des millions de triangles, un millier de triangles pour OpenGL, que ce soit sous forme de strip ou sur représentation classique, ça ne change rien. Ok. Alors, je reviendrai plus tard sur ce truc-là. Je ne vais pas respecter le plan, mais je reviendrai en arrière, c'est pas grave. Et ça, j'y reviendrai plus tard aussi. Je voudrais aller directement sur la partie géométrie différentielle. Enfin, c'est pas pour vous faire peur, ça. Voilà, donc quand on a notre surface avec des sommets, des triangles, donc sur les algorithmes que vous implémentez, par exemple pour le lancer de rayon, quand vous trouvez un point d'intersection entre un rayon et une surface, à un moment, vous allez avoir besoin de calculer la normale, le vecteur normal, pour votre algorithme d'éclairage. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les maillages. Alors, vous, c'est peut-être des choses que vous êtes en train d'implémenter. Et donc, finalement, cette question-là, elle est importante, là. Et donc, je vais revenir sur mon petit dessin. C'est que, donc, quand vous trouvez un... Alors, on va refaire un triangle un peu plus latéral. Donc, quand vous trouvez une intersection avec un point quelconque ici, là, donc vous avez trouvé un... Je vais le mettre à un autre endroit parce qu'on dirait que c'est un peu au centre. Voilà, vous avez trouvé une intersection avec un rayon qui passe à travers l'objet. Et donc, déjà, la première question, c'est quel est le vecteur? Alors, c'est toujours compliqué à représenter en 2D, quel est le vecteur normal à une surface. On imagine que c'est un vecteur qui part qui est dont l'origine est le centre de gravité du triangle, donc qui est calculé uniquement en faisant la moyenne des 3 points, et qui part vers l'extérieur. Et donc, comment on calcule ce vecteur normal à un triangle? Eh bien, on considère en fait les vecteurs. Alors, on sait qu'on a 3 sommets au départ. Et donc, en fait, ce qu'on va prendre, c'est je vais plutôt mettre ici. Donc, par exemple, on prend celui-là. Donc, on a 2 sommets là. Excusez-moi, je vais finir par y arriver. Donc, on prend par exemple ce vecteur-là et ce vecteur-là. Et on prend ces deux vecteurs et on fait ce qu'on appelle le produit vectoriel. Donc en anglais, alors il ne faut pas confondre le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc le produit scalaire, ça permet de savoir si deux vecteurs, enfin, ça permet de faire plusieurs choses, mais ça permet de déterminer donc si deux vecteurs sont orthogonaux entre eux, si le produit scalaire est égal à 0. Et le produit vectoriel de deux vecteurs, ça ne vous donne pas un nombre, mais ça vous donne un autre vecteur qui est orthogonal aux deux autres. Donc, quand vous partez d'un triangle comme ça, vous prenez deux vecteurs qui sont issus des trois sommets. Donc, il y a forcément un des deux vecteurs qui relie... enfin, il y a un sommet qui apparaît deux fois, en gros, dans les extrémités des vecteurs.
Et vous faites le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là, et vous obtenez un vecteur qui va être orienté, enfin, qui va être orthogonal, et donc du coup, qui va être orthogonal au triangle, donc qui va pointer à l'extérieur du triangle, et donc qui va être orthogonal au plan par lequel passe le triangle. Le seul souci quand on fait ça, c'est que le produit vectoriel, en fait, on ne sait pas trop si ça va donner un vecteur qui est orienté vers l'extérieur comme ça, ou le même vecteur, mais comment je vais faire ça? J'essaye de... Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaye de dire là, c'est que ce vecteur, en fait, il peut soit pointer vers ici, vers l'extérieur, soit pointer vers l'intérieur. Et ça dépend de l'ordre dans lequel vous prenez vos vos sommets pour déterminer les deux vecteurs que vous utilisez pour faire le produit vectoriel. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais ça, c'est très important. Parce que ce qu'il faut quand vous faites un algorithme de rendu, c'est que les normales à chaque triangle soient orientés tous de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que un triangle, il ne faut pas que alors, si je dessine un triangle voisin, je dessine un autre triangle ici, et puis pour ce triangle-là, je fais le même principe, donc je prends un vecteur ici et le vecteur ici. Et je calcule le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là, et j'obtiens un vecteur, mais qui peut-être, lui, va être orienté vers l'extérieur. Et donc je me retrouve avec deux triangles voisins, pour lesquels il y en a un qui, le vecteur normal, pointe vers le haut, et l'autre, le vecteur normal, en gros, pointe vers le bas. Encore une fois, c'est pas si simple que ça à représenter quand on est en 2D. J'espère que vous comprenez l'idée. Parce que du coup, ça, c'est quelque chose qui est dû au fait que il faut absolument, quand vous prenez vos triangles, que vous n'ayez pas, dans l'ordre des sommets, des trois sommets, un ordre qui soit similaire sur deux triangles voisins. Donc je vais revenir sur l'exemple que j'ai donné sur les triangles, sur les strips. Parce que du coup, ça explique un peu pourquoi on avait cette idée d'inversion. L'idée, c'est que donc, si vous voulez que le calcul des vecteurs normaux se fasse correctement, il faut par exemple ici que pour le triangle ABC, son triangle voisin ici, il ne faut pas avoir B et C dans le même ordre. C'est-à-dire qu'il faut que pour le triangle voisin, au lieu d'aller de B vers C, on aille de C vers B. Donc il faut par exemple ici avoir ABC et ici CBD. C'est pour ça qu'on va alors CBD ou BDC, encore une fois, ça ne change rien là, tant que l'ordre de parcours est différent. Et si je reviens sur mon dessin, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est avoir l'ordre de parcours de vos sommets. C'est-à-dire quand vous tournez, donc si je dessine comme ça une sorte de flèche, je vais effacer des trucs. Il faut en fait que le sens de parcours de vos sommets sur un triangle soit l'inverse pour le... Donc là, on va par exemple de ce sommet-là à ce sommet-là. Donc il faut que dans l'autre triangle voisin, je fasse l'inverse. C'est-à-dire... ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Bon, il veut pas que je dessine, je sais pas. Ah, voilà. Donc j'ai dit, donc là on va comme ça, donc là on va aller comme ça. Donc, il faut que le sens de parcours des sommets soit inversé. Et pourquoi ça c'est important? Parce que du coup, vous allez pouvoir prendre des vecteurs qui sont toujours orientés l'un par rapport à l'autre de la même façon. Et le produit vectoriel va vous donner toujours des vecteurs qui, alors soit les deux sont orientés vers le haut, soit les deux sont orientés vers le bas. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence entre deux triangles voisins. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien tout ce que j'explique là, mais c'est des choses que de toute façon vous allez voir apparaître si vous essayez de faire du rendu sur des maillages. Voilà, vous vous rendrez compte très vite si vous avez des triangles pour lesquels le vecteur normal n'est pas orienté de la même façon de chaque côté. Parce que du coup, l'éclairage sera différent entre eux. Bon, après, les surfaces de triangulées, c'est comme pas forcément le bon choix pour faire des algorithmes type Poinçonnerie. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ici là, attention à l'orientation. Donc ça c'est important. Alors parfois, on a aussi besoin de calculer la normale au sommet d'un maillage. Donc en gros, vous avez votre maillage avec des sommets, mais vous n'avez pas de vecteur normal qui est défini pour les sommets. Ça dépend des formats. Typiquement au BJ, vous pouvez définir un vecteur normal pour chaque sommet, mais d'autres formats où vous ne pouvez pas. Et donc, parfois, vous allez avoir besoin de retrouver. Alors, je vais remettre des. Tout ça sous forme identique. Et on va s'intéresser à un sommet. Par exemple ici, on va prendre celui-là. Donc on va lui rajouter des triangles autour. Donc voilà, donc si on considère le sommet qui est là, qui est central ici, là, puisque vous pouvez calculer la normale sur chaque triangle qui est autour de lui, du coup vous pouvez interpoler un vecteur normal à partir de ces différentes normales que vous avez pour chaque triangle adjacent à ce sommet-là. Donc on peut faire par exemple une somme normalisée, ce que j'ai appelé somme normalisée, on va dire c'est un calcul d'interpolation. Alors on peut éventuellement pondérer, je sais plus si j'ai une image ici, mais on peut faire une pondération. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bonne technique ici, mais par exemple, on peut prendre en compte la surface de chaque triangle. Donc si on a un triangle plus grand, le vecteur normal qui est associé à ce triangle-là va avoir une influence plus grande pour le calcul du vecteur normal au centre ici. On peut prendre l'angle ici. Voilà, il y a différentes techniques qui donnent des résultats à peu près similaires, quoi, et qui permettent comme ça de calculer des normales automatiquement sur un maillage. Et en fait, c'est comme ça que fait OpenGL. Si vous lui fournissez pas les normales sur les sommets, du coup, il les calcule lui-même en utilisant ce type d'algorithme. Mais encore une fois, il faut bien que votre maillage soit correctement organisé, que l'ordre de parcours des sommets dans chaque triangle soit cohérent.
Ok, on reparlera de tout ça plus tard. Bon, je pensais que je vous parlais aussi des surfaces de subdivision ici, mais c'est pas grave. Alors, je vais revenir sur les strips. Parce que du coup, alors c'est pas très utile en fait pour comprendre comment ça marche les strips, mais c'est quand même intéressant. Parce que on va pouvoir faire ça enfin vous allez pouvoir faire ça en direct aussi. Donc, c'est une série de tutoriels, il y en a énormément d'ailleurs, qui sont faits par le créateur de Processing. Donc un logiciel que à titre personnel j'utilise beaucoup parce que justement ça permet de faire de la même de la 3D. Donc comme vous voyez ici, l'idée en fait c'est de faire un petit tutoriel sur la génération de terrain avec un bruit de perlin. Donc je sais qu'il y a un groupe là, je vois notamment Vincent Larocque, qui travaille un peu sur ce sujet-là là, pour le projet. Peut-être qu'il y en a d'autres qui font ça. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur le bruit de perlin parce qu'on va utiliser juste en fait une fonction directement fournie dans Processing pour faire ça. Si vous voulez voir le résultat final, il doit y avoir un lien quelque part pour récupérer directement tout le code si vous n'avez pas envie de vous embêter. Mais l'idée, c'est de le faire un peu pas à pas comme dans le tutoriel pour un peu comprendre comment ça marche. Et puis du coup, ça permet, donc, comme vous voyez, là, de faire un peu de la 3D. Alors, pas très optimisé. C'est pas l'outil processing que vous avez intérêt à utiliser si vous voulez faire de la 3D intensive avec des millions et des millions de triangles. Mais là, l'idée, c'est que cette surface, en fait, elle est codée avec un format strip. Et voilà, et ça permet juste de voir que cet outil existe enfin, cette possibilité existe dans un outil comme Processing. Et là aussi, l'idée, c'est qu'en fait, ça va permettre d'optimiser un peu les calculs d'affichage pour aller un peu plus vite que si vous utilisiez un maillage classique qu'on peut faire aussi avec Processing DL. Mais on ne va pas s'attaquer au problème que j'ai décrit avant, là, de calculer par exemple un ensemble de strips à partir d'un maillage initial. Alors, pour faire tout ça, du coup, je vais le faire dans Guacamole. Donc, ce qu'il vous faut, c'est Processing. Et puis que vous ayez un processing qui est capable d'utiliser OpenGL. Alors, on va le voir tout de suite après. Alors. Donc en fait, je vais un peu passer mon temps là, à basculer entre la vidéo et le code, en espérant que ça soit visible pour vous. Et donc l'idée, hein, c'est que éventuellement vous pouvez faire pareil de votre côté, quoi. Et donc ça, il faut que je le sauvegarde.
Alors, je l'ai déjà plus ou moins fini. Mais... On va essayer de se refaire ça, donc pas à pas. Donc, le principe quand vous voulez faire de la 3D sur Processing, c'est d'utiliser ce mode-là, P3D. Et donc, si vous recopiez ça bêtement, là, est-ce que ça va être faisable si je fais comme ça? Allez, on va essayer. Comme ça, je peux me mettre aussi la vidéo à côté. Donc ça, c'est l'initialisation. Et la fonction draw, c'est la fonction qui va simplement être appelée chaque itération pour afficher quelque chose. Et là, on lui fait simplement être un... Je pense que ça va marcher, même si je vois qu'il y a des erreurs en dessous. Enfin, j'avais testé. La version finale, ça doit marcher. Donc là, il se passe rien, puisqu'on n'a rien vraiment fait comme affichage. Et donc, dans la fonction draw, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un strip qui va représenter en fait une sorte de plan avec en fait plutôt une grille, pardon. Donc, et à l'intérieur de cette grille, au lieu d'avoir des carrés, en fait, on va découper chaque carré en deux avec donc chaque carré sera représenté par deux triangles sur une des deux diagonales. Évidemment, il faut choisir l'une ou l'autre diagonale, quoi. Et ça va représenter notre terrain sur lequel après on va faire un affichage 3D. Donc, on va définir les variables globales qui sont nombre de colonnes et nombre de lignes de notre grille. Et puis, on va se définir aussi un paramètre qui va être la résolution de la grille. Je ne sais plus pourquoi il l'appelle comme ça. Alors, on peut récupérer... Donc, calculer le nombre de colonnes comme étant... Alors, on a accès à ce paramètre width là dans Processing, c'est la taille de la fenêtre en largeur. Donc, là, ça correspond à la valeur 600 qu'on a mis juste au-dessus. Donc, le paramètre SCL, ça va être en fait la taille d'une cellule de la grille. Et pareil pour les lignes. Et ensuite, donc, dans votre fonction de dessin, vous allez donc
avec une double boucle. Donc sur les colonnes et sur les lignes, dessiner la grille. Alors, donc il y a une fonction en processing qui s'appelle rect. Qui va donc être appelé donc avec ces x1, y1, x2, y2, donc ça dessine un rectangle. Ah non, pardon, donc c'est x1 fois y1, x1, y1, et puis la taille du rectangle. Et puis on va mettre des paramètres de. On peut sortir. On va laisser, c'est pas grave. Donc comme on est sur fond noir, on va dessiner en blanc. Donc stroke 255, c'est pour mettre l'affichage des rectangles en blanc. Et no fill, c'est pour dire qu'on veut pas les remplir. Et du coup, quand vous exécutez ce code-là, vous devez obtenir juste une grille comme celle-là. Tout ça, vous pourrez le refaire en regardant le tutoriel. Hein. Encore une fois, si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez le code à la fin et vous l'exécutez tel quel. Mais c'est intéressant de voir la progression dans le tutoriel, en fait, parce que pour voir aussi un peu le côté 3D de processing. Donc ça, c'est la grille qu'on voudrait. Et donc, comme j'ai dit, on voudrait que chaque cellule soit en fait coupée en deux triangles sur une diagonale. Alors ça, on va le faire avec un truc qui s'appelle Begin Shape, qui est décrit dans Processing, dans la doc, donc qui permet en fait de définir des formes 3D. Donc pour l'instant là, on a l'impression que l'affichage se fait en 2D, mais on est dans un monde 3D. Et dans les paramètres de Begin Shape, ici, on a un truc justement qui s'appelle Triangle Strip. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse l'ordre de parcours en fait de la grille. Pour que ce InShape, donc il soit fait sur en fait. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on crée un strip par ligne sur la grille. En fait, on va découper notre grille en strips, autant de strips qu'il y a de lignes. Et chaque strip, en fait, va coder les triangles qui sont sur une ligne de la grille. Alors pour ça, du coup, on va plus utiliser ces trucs-là.
Et on va plus utiliser ça non plus. On va utiliser donc la notion de vertex. Quand on définit une forme, donc avec begin shape, on a en fait ce qu'on doit définir, en fait, c'est une suite de vecteurs. Il faut que je remette quand même le... ici. Et donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est uniquement ça. Alors pourquoi? Parce que pour l'instant, on a défini des vertex qui sont tous sur la même ligne. En fait, ce qu'on définit, c'est uniquement des lignes. Alors du coup, ce qu'il faut, c'est prendre, en fait, créer des strips là, pour lesquels on a en fait des sommets qui sont sur la ligne qui est à l'altitude Y, sur laquelle on est avec la boucle for, là, et des sommets qui sont sur la ligne en dessous. Donc du coup, en processing, les Y vont de 0 en haut de la fenêtre à la valeur maximale, donc qui est la valeur 8 de la hauteur, là, en bas de la fenêtre. Donc c'est inversé par rapport au repère classique, mais après, ça ne change pas grand-chose. C'est juste, on va dire, une inversion. Voilà. Et donc, on va rajouter un vertex. Mais cette fois-ci, donc, pris à la même... sur la même colonne, mais sur la ligne en dessous. Et maintenant, on obtient un truc qui est un peu plus proche de ce qu'on veut. Et puis... on va... donc, je finirai peut-être là-dessus, et puis après, je vous laisserai faire joujou avec le reste du tutoriel. Voir que en fait ça peut se représenter, enfin que c'est un objet en fait 3D sur lequel du coup on peut appliquer une. Bah, tiens, ça... Ah oui, alors oui, il faut aussi faire une opération de translation. Pour parce que par défaut le centre de l'écran en fait c'est le point 00 qui est tout en haut à gauche. Donc là on voit apparaître une partie du... Il faut refaire une translation après avoir fait la rotation. Alors j'espère que...
Il m'a tout viré. Alors, vous avez dû voir au premier semestre l'ordre des transformations géométriques que vous appliquez. C'est forcément une importance. Est-ce que ça va mieux marcher avec ça? Ouais. Donc, en fait, on fait un changement de repère avec Translate d'abord pour décaler le centre de la fenêtre donc qui était dans le point haut à gauche au centre de l'écran. On fait l'opération de rotation qui va permettre donc de voir. Donc là, ce qu'on a fait, c'est donc vous voyez une rotation en X. Donc l'axe X, c'est l'axe horizontal. Et donc on imagine bien que la grille, du coup, on lui a fait une rotation, alors à peu près de pi sur 3. Donc pas. Après, vous pouvez jouer justement sur l'orientation de la surface que vous voulez donner avec ça. Là, ça va faire moins de rotation. Et puis si vous prenez pi sur 2, ça fait une... Vous imaginez là que en fait, la surface, elle est horizontale, mais comme elle est toujours plane et que votre caméra est positionnée exactement au même endroit, bah, du coup, vous voyez un trait unique. Alors si on met un truc un tout petit peu plus petit... Voilà, là on voit une surface. Alors vous voyez que ça fait un peu de l'aliasage au fond. Encore une fois, processing, c'est pas non plus hyper optimisé pour l'affichage 3D. Voilà, et donc je vais m'arrêter là pour le tutoriel, donc vous pourrez le faire. Je vais juste vous montrer le résultat que vous êtes censé obtenir à la fin. Donc si vous faites l'ensemble du tutoriel, où vous devez obtenir du coup un peu la même chose, sauf que cette fois, après, ce qu'on fait, c'est que les sommets, au lieu de les laisser sur un plan, en fait, on leur attribue une hauteur différente. Donc ça se fait dans le code ici. Donc on stocke en fait les valeurs les hauteurs des sommets dans un tableau à 2 dimensions. Puisque donc en fait ce qu'on gère là c'est une surface et on a simplement appliqué une sorte de rotation pour la voir en perspective. Et on utilise donc une fonction qui s'appelle noise qui permet de créer une élévation qui soit cohérente d'un sommet à l'autre. Donc c'est pas uniquement un random en fait qu'on applique sur les sommets qui du coup auraient des positions aléatoires et un peu incohérentes les unes avec les autres. Mais avec cette fonction noise, du coup, on peut comme ça générer ce que vous voyez, c'est-à-dire une continuité entre deux sommets voisins. Donc il y a une grosse part d'aléatoire, mais contrôlée, c'est-à-dire que du coup on peut comme ça garantir une certaine homogénéité, et puis c'est ce qui permet comme ça de créer des effets de terrain. Donc c'est très très facile à faire. Le code il tient un peu en quelques lignes. On retrouve ici les triangle strips qu'on avait tout à l'heure. Donc encore une fois, cet exemple, il n'est pas très intéressant par rapport à tout ce qui est triangle strip. Bon voilà, vous définissez un triangle strip sur chaque ligne de votre grille. Et une fois que ça c'est fait, après c'est surtout la position des sommets en fait qui est importante pour avoir un effet qui change. Et puis vous pouvez jouer sur ces valeurs là pour changer en fait la résolution, enfin pas la résolution de la grille, mais la forme du terrain. Donc je sais plus si je mets. Ça va changer. Ça bouge moins vite.
Donc ça donne un effet un peu bizarre. Et puis vous pouvez jouer aussi sur les... Là, ça devrait changer un peu la forme du terrain. Voilà, là, ça fait un effet très différent parce qu'on a deux paramètres là qui sont mis à jour donc à chaque itération du calcul et qui font que justement on arrive à conserver cette homogénéité entre les... Et voilà, moi je trouve ça super. Tous les tutoriels que vous pouvez trouver là donc du créateur de processing, c'est vraiment super, quoi, parce qu'il y a plein d'exemples comme ça qui permettent, à mon sens, de comprendre un peu l'informatique graphique en fait de façon concrète, directement en codant, quoi. Et je vous invite vraiment à essayer de faire le tutoriel pas à pas, quoi, parce que ça permet de bien comprendre après les différentes étapes, et puis il montre aussi, enfin il le fait en live, hein, donc du coup des fois il se trompe, ça donne n'importe quoi. Donc vous pouvez mettre les sous-titres en anglais si vous avez du mal à comprendre, mais sinon rien qu'avec l'image, vous pouvez voir le code s'afficher sur son écran et puis recopier de votre côté et voir si vous obtenez bien le même résultat. Ok. Donc je vous libère. La semaine prochaine, donc on parlera notamment d'un modèle des demi-arêtes que je vous décrirai plus tard. Enfin, j'ai passé rapidement là sur le cours et puis on montrera un peu de théorie. Puis là aussi, on refera un peu de programmation sous processing. Enfin, en tout cas, je vous montrerai des choses qui sont pas si simples que ça à faire, mais qui peuvent être utiles à comprendre. Enfin, là aussi, le code processing sera peut-être utile, j'espère, pour vous, pour bien comprendre un peu ce qu'il y a derrière la théorie, quoi. Même si le document qu'on utilisera, en fait, utilise déjà du code un peu C++ pour montrer comment ça marche. Ok. Donc, je vous libère. Bon courage pour la suite. Et puis donc, on se revoit la semaine prochaine à la même heure. Ok. Bonne journée. Salut Yoann.
You are currently the only person in this conference.